Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième journée du salon Culture et Jeux mathématiques. Alors, pour la conférence d'aujourd'hui, à 17h, on vous propose la fabrication d'usos fractales par la méthode du collage et des systèmes de fonctions itérés avec François Godel. Alors, François Godel, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est fondateur de Sciences Ouvertes, l'association qui est aussi partenaire de cet événement, et il est ancien président de la même association, et avant cela, il était professeur des mathématiques, de la pertinence et le choix de ce thème. Donc, moi, juste rapidement, ce que je voudrais vous demander, si jamais vous avez des commentaires ou vous voulez intervenir d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à écrire sur le chat. On n'est pas nombreux, donc on peut même vous donner la parole, si François est d'accord, pour plutôt que ce soit un échange. Pendant cette... N'hésitez pas à prendre la parole, même à m'interrompre, ça ne me gêne pas. Hein, comme on n'est pas nombreux. Exactement. Et ça sera plus convivial. Et n'oubliez surtout pas d'agrandir la fenêtre en bas où François va faire passer les slides pour mieux la consulter. Donc voilà, sans plus tarder, je te donne la parole, François. Bonjour. Alors, tout est expliqué dans le petit paragraphe. Là. En fait, les premiers micro-ordinateurs, ils sont arrivés dans le lycée où j'étais au début des années 80. Et je me souviens encore d'un certain émerveillement lorsque j'ai eu l'impression pour la première fois de voir s'afficher une courbe sinusoïde, en fait, la fonction sinus. Jusque-là, on va tracer à la main, c'était jamais sérieux, c'était pas... Là, c'était rigoureux, apparemment. On voyait vraiment quelque chose. Et puis, à partir du début des années 90, on a eu des ordinateurs qui permettaient qui commençaient à permettre d'avoir des beaux objets graphiques. Et ça a été aussi une découverte. Et j'ai créé à ce moment-là un atelier qui s'appelait Exploration mathématique et qui s'appuyait sur ces qualités des ordinateurs pour faire explorer des objets mathématiques aux élèves. Et tout de suite, on a été d'ailleurs amené à collaborer avec l'association Math Engines. Les choses que je vais vous présenter aujourd'hui, ça correspond à des activités qui ont été présentées au congrès Math Engines qui se déroulait au Palais de la Découverte en 1994. Donc ça ne date pas d'hier, mais les élèves avaient fait vraiment un travail remarquable. Alors, là vous voyez que sur le panneau d'entrée, on voit un petit oiseau fractal, on voit un petit lapin fractal. Ils n'ont pas été faits par la méthode du collage, mais ils ont été faits avec les logiciels que je vais vous présenter. Et ils ont été faits un petit peu comme ça par les élèves qui cherchaient à faire des trucs marrants à partir du logiciel, en partant à la découverte. Alors, je vais vous changer d'écran. Et on va... Voilà. Et je vais vous les présenter de façon peut-être plus vivante. Donc voilà, vous voyez le petit lapin qu'on voyait tout à l'heure. Donc on va commencer à faire des zooms. Vous voyez, alors il n'est pas d'une précision extrême, on va voir mieux tout à l'heure. Mais vous voyez bien que c'est un lapin qui est fait avec des lapins, qui est fait avec des lapins, et qui est encore fait avec des lapins. On continue avec le petit canard, le petit poussin, c'est comme vous voulez. Il est fait lui-même avec des poussins. Ils sont faits avec des poussins, etc. Donc je commence par vous présenter quelques éléments du zoo, pas tous. Et si vous avez un éléphant qui a été fait plus tard, c'était au moment où Jean Brett, qui était le directeur des maths au Palais de la Découverte, a pris sa retraite. C'était une espèce d'hommage parce que c'était un grand collectionneur d'éléphants. Et donc, là, vous voyez un éléphant fractal qui a été fait également par la méthode du collage et des IFS. D'ailleurs, tout à l'heure, on vous montrera de façon précise comment il a été fait. Alors, vous voyez que si je grossis, là, je vois réapparaître un petit éléphant et à l'intérieur du petit éléphant, des petits éléphants. Puis on arrive quand même aux limites. Hein. Ça, c'est une image qui fait à peu près 6000 sur 4000. Ici, vous avez un chat.
Il fait lui-même avec des chats. Alors, vous voyez ici, la queue, elle est assez amusante. On va grossir, on voit encore. Le crabe qui est une figure qu'on a faite assez vite à l'époque. Voilà, il y a de quoi manger. Ce cheval, il date aussi de cette époque-là. Tout ça, c'est fait avec les collages. Si je vais trop vite, hein, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Vous voyez ici, au centre de l'écran, on va apparaître un petit cheval, puis il y en a plein. Ça, c'est le même éléphant que tout à l'heure. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je vous le montre. C'est un éléphant qui est fait en ne faisant pas une certaine opération qui permet d'homogénéiser l'image. Donc il y a des parties, comme vous le voyez, qui sont très sombres et des parties qui ne le sont pas. Ça, c'est la premier animal qu'on avait réalisé. On n'était pas du tout sûr de ce que ça donnerait. Et donc c'était cette grenouille. Et quand on l'a vu apparaître, je dois dire qu'on était assez content. Alors elle a des petits défauts par rapport à d'autres qu'on a fait après. Par exemple, il y a des grenouilles qui se recouvrent, des choses comme ça. Ça, on peut l'éviter si on veut. C'est une très belle structure qui n'est pas un animal, comme vous le voyez, mais qu'on a faite à l'époque et qu'on peut zoomer pas mal. Parce que, comme vous le voyez, c'est un peu la vache qui rit, c'est-à-dire. Ça, c'est un élève qu'il avait fait également complètement celui-là sans faire de collage, uniquement par goût artistique. Ça va se préciser, l'image, voilà. Et donc, on a reconnu un dauphin. Ça donne vraiment une impression de courant d'eau. Je trouve très jolie cette image. Ici encore quelques exemples. Donc ça, c'est un joueur d'handball. Et vous voyez que là aussi, c'est une forme fractale. Alors là, il faut deviner un peu. Hein. On va s'arrêter après cette fois. Comme vous le voyez, faite avec elle-même avec des petites soies. Donc, je referme ça et je vais vous montrer tout de suite comment on fait à l'aide d'un petit logiciel qui s'appelle FDesign et qui fonctionnait à l'époque dans le système d'exploitation d'époque qui s'appelait MS-DOS, mais qu'on peut maintenant émuler de façon très satisfaisante. Comment on faisait pour faire ces animaux. Ça nous permettra de faire une première initiation à ce que c'est que comment on crée des IFS. Hein. Donc, une petite seconde. Je trouve le bon. C'est là. Voilà. Donc ici, vous avez le programme qui permet de tracer les IFS. Et là, vous avez une fougère. Hein. Si vous voulez voir la fougère en grand, voilà, elle apparaît. Alors, le programme lui-même ne permet pas d'avoir une précision graphique très grande, mais il permet de voir exactement comment c'est fait. Alors, vous noterez que sur cette fougère, il y a 4 couleurs. Hein. La couleur jaune, la couleur orange, violette et bleue. Et en fait, chacune des zones est une image de la fougère tout entière elle-même.
C'est-à-dire que celle qui se trouve en bas à gauche et qui est orange, elle a pratiquement la même forme, simplement plus petit. On pourrait l'obtenir sans doute par une homothétie, après une similitude à partir de la fougère tout entière, ce qu'on appelle une similitude. Celle de droite qui est violette aussi, et celle qui est en bleu, la seule différence, c'est qu'elle est aplatie. Hein. Elle n'est pas seulement rétrécie, elle est également aplatie. Et en fait, vous avez là 4 transformations. Si vous prenez la fougère, que vous lui appliquez ces 4 transformations qu'il envoie sur la jaune, sur l'orange, sur la rose et sur la bleue, vous obtenez la même fougère. Et vous pouvez recommencer indéfiniment. Ça donnera toujours le même résultat. Alors on dit que c'est une figure qui est autosimilaire. Et on va voir donc comment on l'a fait. Vous allez comprendre assez vite. Alors, donc, on va se mettre dans l'édition. Ici, vous voyez des triangles. Alors, ces triangles servent à repérer les transformations. Le grand triangle qui se trouve avec des petits pointillés, on peut dire que c'est un repère du plan. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des élèves de collège là qui ne comprendraient pas. Est-ce que c'est qu'un repère du plan, éventuellement? Ou est-ce qu'il n'y a que des profs? En fait, il faudrait que je demande ça à qui? Donc, Joël, elle est prof. Denis est prof. Et Elisa, tu es en 4e, je crois, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Ah ben, très bien. Bon, ben, on est quasiment en famille, alors. Bon, parfait. Donc, tu sais ce que c'est qu'un repère affine, par exemple, ou qu'un... Pas de problème, hein, je suppose. Bon, en tout cas, on peut repérer tous les points du plan par rapport à un triangle, ou encore, vous voyez, vous avez un point A ici, un point B ici, un point C ici, par rapport au repère AB, AC. Et pour ceux qui connaissent les repères affines et les barycentres, on peut repérer un point par ses coordonnées barycentriques par rapport à ces 3 points. Donc, quand je transforme un triangle, le grand triangle ABC, pour donner le triangle, par exemple, qui se trouve à droite ici, ABC vert, je fais ce qu'on appelle une application affine. Je peux en même temps transformer tous les points du plan pour qu'ils gardent les mêmes coordonnées, mais par rapport à ce nouveau repère. Et à ce moment-là, la fougère qu'on avait au départ, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner la fougère rose qu'on voit à droite. Et puis, pareil pour le triangle jaune, pareil pour le triangle orange, et pareil pour le triangle bleu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à condition que ces transformations qui sont modélisées par les triangles soient ce qu'on appelle contractantes, c'est-à-dire qu'elles contractent les longueurs dans un rapport qui soit strictement plus petit qu'un nombre, qui lui-même doit être strictement plus petit que 1, eh bien, on peut partir de n'importe quelle figure, on aura toujours le même résultat pour ces transformations-là, qui sera la fougère, en faisant simplement ces 4 transformations une première fois, puis en recommençant une deuxième fois, puis en recommençant une troisième fois, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'infini, parce qu'en fait, ça converge très vite vers l'image limite. Et je vais vous montrer comment on peut transformer l'image. Vous voyez, je tape ici sur Adjust Triangle, et par exemple, je peux changer de place le point A, et je peux m'amuser, comme ça, à arranger ma figure jusqu'à ce que j'ai une forme qui me satisfasse. Alors la fougère, c'est un petit peu quelque chose qui est emblématique quand on parle des fractales, hein, puisque c'est une forme qui existe dans la nature, et c'est vrai que dans chaque comment on peut pas appeler ça des feuilles, je ne sais pas, ce qui part sur les côtés de la fougère, on retrouve la même chose ici. Hein. Je vais retourner sur l'image tout entière. Vous voyez que sur l'image qui est en rose ici,
on retrouve, on ne voit pas la souris là, tiens, on retrouve les mêmes branches, qui chacune est identique à l'ensemble, et ainsi de suite. Donc, c'est assez typique des fractales, où quand on les regarde, on peut très difficilement savoir à quelle échelle on les regarde. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Je les montre dans l'ordre où ils ont été mis, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Et là, il y a des élèves qui se sont amusés à faire des dessins qui leur plaisaient, qu'ils trouvaient jolis simplement. Hein, et ensuite, on les enregistrait, enfin on enregistrait les formules et on les reportait dans un autre logiciel très puissant qui s'appelle Fractal, qui nous permettait de faire des figures beaucoup plus détaillées, telles que celles que je vous ai montrées, et même de mettre des couleurs qui nous convenaient. Alors, voilà, on va continuer, je vais vous en montrer quelques-unes. Bon, ça c'est typiquement une forme fractale. On va regarder, tout à l'heure je vous ai montré le mot if-zo. Voilà, on va regarder comment il a été fait. Donc, si je veux faire le mot if-zo, il faut d'abord que je me fasse une petite maquette. Alors ça, on l'a fait, en fait, avec les élèves, on est allé pendant 3 mois, une fois par semaine au Palais de la Découverte, et on accueillait des enfants du public, et on leur faisait faire leur prénom sur l'ordinateur. Et après, on leur sortait sur une imprimante. Donc, il faut décider d'une forme des lettres. Vous voyez que chaque lettre est faite en fait avec des rectangles. Hein? Ici, vous avez ce là. Vous voyez que vous avez un rectangle jaune à gauche qui représente le I, puis le F est fait avec 3 rectangles, le S est fait avec 1, 2, 3, 4, 5 rectangles, et ainsi de suite. D'accord? Mais en fait, chaque rectangle, on ne le représente pas par un rectangle, mais par le triangle qui transforme le grand triangle ABC que vous avez ici, qui représente le mot tout entier, en le petit triangle jaune ABC ici. Alors, c'est finalement un bon exercice de compter combien d'intervalles il va falloir ici, combien d'intervalles on va mettre là-haut, de faire le mot sans se tromper pour obtenir quelque chose qui soit pas trop moche. Voilà. Alors, on peut faire des zooms, hein. Les zoom in. Voilà, par exemple, je peux faire un zoom de la taille qui me convient. C'est l'équipe qui accepte. Hop. Voilà. Et on va voir la figure de plus près. Alors, c'est quand même limité. François, il y a Elisa qui te demande de lui rappeler. Alors, comment s'appelle le logiciel? Ouais. Le logiciel, il s'appelle FDesign. Alors, je vais l'écrire là. Si tu peux Et en fait, si vous voulez l'obtenir, j'ai mis dans le chat en haut, j'ai mis une adresse contact@scienceverte.fr. Voilà. C'est vers les premières lignes. Hein. Vous envoyez un mail et puis je vais mettre ce logiciel à disposition. Mais c'est un logiciel qui tourne sous DOS, donc c'est une émulation que j'ai. Donc quand si on veut le faire avec les élèves, ça demande quelques minutes pour rentrer les bonnes commandes. Après, ça tourne tout seul. Hein. C'est vraiment un logiciel qui est très facile à utiliser. OK? J'ai répondu? Ah ben, en plus, pour l'usage personnel, c'est encore plus facile. Hein. Alors, hop. Edit, toc, toc. Alors, on en est où? Je vous en montre d'autres maintenant, parce qu'il y en a pas mal qu'on... Alors, celui-là, on va en parler tout à l'heure. C'est un rhinocéros qui a été fait par la méthode décollage. Là, vous voyez bien les triangles qui ont été faits. Alors, comment choisir les bons triangles pour avoir quelque chose qui ressemble à un rhinocéros? Bon, on va voir. Continue un petit peu quand même. Je regarde s'il y a des choses qui me règle. Oui, c'est plutôt une forme. Ça pourrait être pris pour un bateau, pour un aigle. C'est un peu... Voilà. Donc,
Donc ça, c'était un pingouin qui avait été fait par une élève qui s'appelait Anne-Lise, qui était élève en section techno d'ailleurs. Ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là était pas mal, mais je n'ai pas le fichier pour le sortir en haute résolution. Le basket est à la mode en ce moment. On est parti d'une image de basketteur et on a fait deux basketteurs qui se disputent un ballon. Et donc là aussi, vous voyez par exemple en haut de l'image, si vous prenez la tête du basketteur qui est à gauche, la partie jaune représente à nouveau les deux basketteurs pratiquement inchangés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est beau? Bon, on va faire des choses un peu bizarres. Ça, c'est une 2 chevaux. Il y en a qui ne connaissent pas les 2 chevaux, mais pour ceux qui sont très vieux comme moi, on a tous roulé en 2 chevaux, un jour ou un autre dans sa vie. Et il y a quelque part, là, pas mal aussi. Bon, maintenant les 4x4, hein, c'est pas trop écolo. Ici, vous avez un cochon. Là, je cherche des choses. Ça était pas mal, de footballeurs. Bon, le tigre est pas mal aussi, je crois. Il faudrait que je le sorte en bonne définition un de ces jours. Ça me semble quand même. Bien. Alors, on va. C'est ça pour l'instant. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce logiciel? Non, pour l'instant, on va le quitter. OK. On met ça là. Hop. On profite pour sauvegarder ça. Et on va revenir au PowerPoint. Et que, alors, ça va, il est 17h27. On va essayer de donner quelques explications. Alors, je ne vais pas vous... On ne va pas traîner là-dessus, puisque ça, on l'a déjà vu pratiquement. Et par contre, je vais le mettre en mode. Voilà. Voilà, alors ici, vous avez l'éléphant qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, je passe. Alors ici, vous avez un petit peu les deux héros de l'affaire. En fait, il y en a 3. Il y a un monsieur qui s'appelle Osdorf, mais qui lui vivait au début du XXe siècle, pardon, qui vivait au début du XXe siècle et qui a donné les outils qui ont permis de démontrer que ça marchait, de faire ce qui a été fait là, mais qui n'aurait jamais été fait si on n'avait pas eu l'informatique à disposition. C'était vraiment une révolution pour ce qui est de la compréhension de certaines formes de mathématiques. Au milieu, vous avez une fougère qui s'appelle la fougère de Barnsley. Barnsley, c'est celui qui est à droite. Et Hutchinson, c'est celui qui est à gauche. Donc Hutchinson a écrit un article, je crois que c'est début des années 80, quelque chose comme ça, où il a défini un opérateur qui s'appelle l'opérateur de Hutchinson et dont on va parler. Il est toujours vivant, il est prof l'université de Calgary, je crois. En tout cas, je ne sais pas si c'est Calgary. Enfin, il est en Australie et Michael Barnsley a travaillé avec lui en Australie. Et Michael Barnsley a écrit le livre dont j'ai mis la référence plus haut, qui s'appelle Fractals Everywhere, qui sert un peu de référence pour ce qui est de l'étude des IFS. J'ai mis aussi la référence d'un autre livre
qui s'appelle Fractals for the Classroom et qui donne beaucoup d'éléments intéressants dans ce domaine. Alors, Barnsley, lui, il a donné un théorème qui s'appelle le théorème du collage et qu'on va donner. C'est un théorème dont on peut dire que d'une certaine façon, la démonstration est à la portée d'un lycéen de terminale. D'ailleurs, certains de mes lycéens l'avaient donné. Et ils ont donné également une méthode simple pour construire ces images rapidement, sans faire beaucoup de transformations. Par exemple, si vous avez 20 transformations et puis que vous les répétez, 20 fois 20, ça fait 400, fois 20, ça fait 8000, ça augmente très vite. Mais il y a une méthode qui permet d'éviter cette multiplication, et c'est Barnsley qui l'a donné. Et là, vous avez la fougère de Barnsley. Maintenant, je vais vous faire un petit peu d'explication là-dessus. Au départ, il y a ce qu'on appelle un opérateur de Hutchinson. Alors, j'ai l'impression que cette image, tout le monde l'a vue, parce que chaque fois que j'en parle, c'est celle que je sors, mais enfin, vous ne l'avez sans doute pas vue. Vous voyez que vous avez un cheval à gauche, et puis vous lui appliquez une application, et cette application, elle consiste à faire en fait trois homothéties, pour ceux qui ont fait des maths, c'est 3 simples diminutions de taille, on n'a même pas fait de rotation, voilà, la translation, non, en fait, on n'a pas besoin de translation, ça changerait rien de toute façon, mais en l'occurrence, il faut imaginer que les 3 chevaux qui sont verts, ici, ils sont sous le cheval bleu. Nous, ce qu'on avait fait au début, pour bien comprendre, on avait pris une photocopieuse, on avait pris une image, n'importe laquelle, sur une feuille de format A4, et puis on avait multiplié sa taille par 1,5, c'est-à-dire qu'on avait fait une réduction sur une photocopieuse de moitié, attention, de vraie moitié, c'est-à-dire 1,5. Vous voyez que la taille ici du cheval vert, sa longueur, c'est exactement la moitié du cheval bleu. Et donc, sur une feuille de format A5, d'accord, une feuille de format A5, sa taille, c'est pas la moitié de la taille d'une feuille de format A4. Sa surface, c'est la moitié, pas sa longueur ni sa largeur, qui sont dans un rapport de racine de 1 sur racine de 2. Alors voilà, là c'est l'opérateur qui est constitué de ce qu'on appelle des homothéties. Et à l'époque, ça s'enseignait en 5e, de rapport 1,5. Et on parle d'une figure quelconque, c'est pour ça que je suis parti d'un cheval, pour lui montrer que c'était quelconque, et on va lui appliquer plusieurs fois cet opérateur. Plusieurs fois, on va faire ça. Donc voilà, après une itération, c'est ce qu'on a vu. Après 2 itérations, cette image, on diminue sa taille par 2, on en met une ici, une à gauche, une à droite, et ça donne ça. Une ici, une à gauche, et puis on recommence. On va de moins en moins nos petits chevaux. Et on arrive ici à une figure qui est assez connue, qui s'appelle le triangle de Sierpinski. C'est à la limite lorsqu'on effectue une infinité d'itérations, c'est-à-dire ces transformations toujours les mêmes, sur la figure. Et évidemment, l'image du petit cheval, maintenant, on s'en fiche complètement. Et cette figure, elle a une propriété intéressante, c'est qu'elle est fixe quand on lui applique l'opérateur de Hutchinson. Je prends ma figure, je diminue sa taille par 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une figure qui est égale, enfin qui est superposable au triangle du haut, et puis à chacun des 3 triangles. Et puis j'en mets un à gauche, un à droite, un au-dessus. D'accord? Et donc je obtiens la même figure. Donc c'est une figure qui est invariante. Ça s'appelle un point fixe de l'opérateur, parce que quand on lui applique l'opérateur, cette figure, elle ne change pas. Tout comme quand vous faites une rotation autour d'un point, le point autour duquel vous faites la rotation, c'est le point fixe de la rotation, il ne bouge pas, il n'est pas transformé. Tous les autres points tournent autour de lui, mais lui ne bouge pas. Alors, le théorème du collage de Barnsley établit qu'on peut représenter à peu près tout ce qu'on veut par la méthode des IFS. Pour ça,
Alors, je vais vous faire un peu de théorie, puisque là, on a affaire à des grands. Hein, d'accord? Je vais vous expliquer comment comprendre que deux figures se ressemblent ou pas. Parce que le but, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à la figure initiale. En fait, pour ne rien vous cacher, M. Barnsley, qui était là-haut, quelque part là-haut, il était là, avec sa méthode du collage, il avait trouvé une méthode qui permettait de compresser les images. C'est-à-dire qu'à condition d'avoir un bon collage, ce qu'on appelle un collage, eh bien, par exemple, on fait un bon collage d'un éléphant, je vais vous le montrer d'ailleurs, voilà. Vous voyez, j'ai mon éléphant qui est en rouge, on le voit à peine derrière, dans le fond, ici, en rouge, en orange, d'accord? Et j'ai essayé de le reconstituer de façon assez proche à l'aide de petits éléphants. Et chacune des transformations a été repérée par un triangle, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fusionné l'éléphant avec un triangle, et puis chaque fois que je l'ai déformé, que je l'ai déplacé, etc., le triangle est venu avec. Hein, et donc là, j'obtiens ce qu'on appelle un collage. Bien, si ce collage est suffisamment bon, la figure à laquelle on va aboutir va ressembler comme deux gouttes d'eau à la figure dont on est parti. Et elle peut ressembler autant qu'on veut, à condition de faire un bon collage. Or, vous voyez que chaque transformation ici, elle est codée simplement par les coordonnées d'un triangle, hein, les coordonnées des sommets. Les coordonnées des sommets d'un triangle, ça fait 3 fois 2, 6 nombres. Hein. Avec 6 nombres, je repère chaque triangle. Si là, j'ai une vingtaine de triangles, vous voyez que j'ai besoin d'à peine une centaine, un peu plus d'une centaine, entre 100 et 200 nombres pour coder mon éléphant. Alors bien sûr, là, mon éléphant, il ne va pas être très ressemblant. Voilà le collage, là. Hein. Vous voyez qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je vais vous donner une trentaine, d'accord? Donc voilà, 30 fois 3, ça fait 90 points. 90 points, chaque point a 2 coordonnées. Ça fait 180 noms à rentrer. Alors évidemment, ça n'est intéressant que si on peut s'approcher beaucoup plus des figures. Et là, il y a des méthodes qui ont été trouvées. Et donc, à l'époque, ça a été utilisé pour faire de la compression d'images. Et c'était quelque chose d'assez avantageux, parce que ça compressait beaucoup, et ça ne faisait pas ce que font les fichiers JPEG, un peu moins maintenant, pour une raison que je vais vous dire, qui était quand on grossissait, il y a un moment, ça devenait vraiment très très moche. D'ailleurs, ça devient toujours un petit peu moche. Hein. Le problème, c'est que trouver le bon collage, c'était pas facile. Ça prenait beaucoup de temps. Il y a des méthodes qui ont été trouvées. Par contre, une fois qu'on avait trouvé le bon collage, pour fabriquer l'IFS lui-même, c'était extrêmement rapide. C'est-à-dire, si on veut avoir une figure avec 1 million de points, et juste 1 million de coordonnées à calculer, ça va très très vite. Et ça permettait par exemple, dans des films, d'avoir une méthode de compression extrêmement efficace, Voilà. Mais en fait, cette méthode, à un moment, elle a démarré, il a créé son entreprise, et puis c'est le moment où on a découvert la théorie des ondelettes, qui alors a tout emporté et qui est d'une efficacité redoutable. Et donc finalement, la boîte, elle a été rachetée récemment, mais c'est une méthode qui n'est pas vraiment utilisée. Mais c'est une méthode à laquelle on a pensé un moment pour compresser des images. Voilà. Alors, vous voyez le principe du collage. Hein, c'est exactement le principe qu'on a utilisé. Donc, il y a un travail préparatoire. Pour ça, il faut utiliser un logiciel de dessin vectoriel quand même. Ou alors, on le fait à vue de nez. Ça, c'est aussi une solution. On peut faire des jolies choses. Mais il faut savoir comment dire que deux figures sont proches. Pour définir la proximité de deux figures,
il faut avoir une notion de distance. Il faut qu'on puisse dire, la distance, ces deux figures sont très proches parce que leur distance est plus petite que, je sais pas moi, 1 sur 10 000. Vous voyez? Où ces figures ne sont pas du tout identiques parce que leur distance est de temps. Mais c'est pas la distance au sens physique comme la distance de 2 points, même si pour 2 points c'est coïncide, c'est une autre notion de distance. Par exemple, ici, je vais vous expliquer après. Vous voyez, j'ai cette figure et cette figure. C'est clair que si le disque est à l'intérieur du haricot, là, la distance sera bien sûr plus faible entre ces deux figures. On pourrait dire qu'elles sont plus identiques que si elles sont éloignées. Mais en même temps, la forme a une importance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... vous voyez qu'ici, il faut que mon crabe, il ressemble à un crabe, hein, il ne s'en éloigne pas trop sur les bords. Alors pour ça, on va d'abord définir ce qu'on appelle un enclos. Vous voyez ici, j'ai une figure A, et je n'ai pas tracé parce que je dois recopier cette figure, j'ai ce qu'on appelle un enclos de A, un enclos qui correspond à une distance epsilon. Alors epsilon, c'est, quand je prends un point ici, c'est sur le bord, c'est la plus petite distance de ce point à la zone gris foncé. Hein? Plus généralement, si je prends un point, mettons ici, et que je vais définir sa distance au cercle qui ici est en pointillé, je vais chercher le point qui est le plus près et qui est sur le cercle en pointillé, et puis ce sera la distance de ce point de ce cercle. D'accord? Voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai deux cercles, et j'ai 2 enclos. J'ai un enclos autour du disque A, on va dire. Un enclos autour du disque A qui englobe exactement le disque B. Et puis j'ai un enclos autour du disque B et qui englobe exactement le disque A. Qu'est-ce que c'est que la distance de Hausdorff de ces deux disques? Eh bien, c'est le plus grand de ces deux nombres. Donc ici, vous voyez que A epsilon est plus grand que B epsilon. Donc la distance des deux disques, c'est A epsilon. Hein? Voilà. Donc c'est en quelque sorte le plus grand écart de distance qu'il y a entre les points de l'un et de l'autre. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je viens de dire. Hein? Et ici, ça c'est la figure qu'avait fait des élèves. Alors, ne regardez pas, il y a des cercles qui correspondent à rien du tout, parce qu'en fait, il faudrait partir d'un point de l'enclos de E, là. Vous voyez, vous avez un enclos de E, ici. Hein? D'accord? Et puis ici, vous avez un enclos de F. Alors, bien sûr, normalement, ça aurait dû être fait au même endroit, mais c'est pour qu'on y voit plus clair. Donc, on a fait un enclos de E d'un diamètre, cet enclos, c'est epsilon E. Et on s'est arrangé pour qu'il contienne exactement grand F. Hein? Voilà. Normalement, si je prends un point sur la clôture de l'enclos, ici, et que je trace un cercle de rayon epsilon E, il va toucher exactement le haricot ici. Et puis, pareil pour grand F. Et la distance de ces deux ensembles, du point de vue de Hausdorff, c'est le plus grand écart. Alors, c'est bien une distance, c'est-à-dire que ça vérifie bien les propriétés qu'on demande d'habitude à une distance. Quelles sont les propriétés qu'on demande d'habitude à la distance de deux objets, ou de 2 points, par exemple, quand on est dans un espace usuel? On demande que la distance de A à B soit égale à la distance de B à A, d'une part. Ensuite, on demande que la distance soit nulle si et seulement si les 2 points sont confondus. Et troisièmement, il y a une propriété extrêmement importante, c'est l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que la distance de A à B est plus petite que la distance de A à C plus la distance de C à B. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette inégalité triangulaire? Elle signifie que le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la distance entre ces points. Ça signifie qu'une ligne brisée est plus longue qu'une ligne droite. D'accord? Et bien sûr, ça se généralise à des espaces dans lesquels on ne peut pas tracer une ligne droite, mais ça permet de définir les plus courts chemins dans ces espaces. Et donc, voilà ce qu'on demande. Alors, c'est assez facile de montrer que ça marche pour la distance de Hausdorff. Hein. Je ne vais pas vous le démontrer. Par contre, ce que vous voyez clairement, c'est que si vous avez 2 objets dont la distance de Hausdorff, c'est epsilon f,
vous ne trouverez pas dans F des points qui sont à une distance de E plus petite que plus grande que epsilon F. À l'extérieur de si epsilon F c'est le plus grand, par exemple des deux, de epsilon E et de epsilon F, à l'extérieur de cet enclos, je ne trouverai aucun point qui soit plus loin que epsilon F de mon ensemble F. Et pareil d'ailleurs ici, à l'extérieur de cet enclos, je ne trouverai pas de point qui soit à l'intérieur de cet enclos, je ne trouverai pas de point qui soit à une distance supérieure à epsilon E. Hein? Voilà. Alors ça, c'est important. On va en parler après, peut-être si on a le temps. Alors, sur l'ensemble sur quels ensembles on travaille là? On travaille sur des figures qui sont sur des écrans en fait. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figure? Pour ceux qui ont fait un peu de maths, une figure, c'est un ensemble d'abord qui doit être borné, c'est-à-dire qu'il ne doit pas partir à l'infini. De toute façon, là, on est sur un écran, d'accord, dans le plan, et qui doit être fermé, c'est-à-dire qu'on lui demande en plus de contenir sa frontière. Pourquoi? Pour que ça marche lorsqu'on a besoin de limites. Hein. Lorsqu'on passe à la limite d'un objet, on doit rester dans l'objet. Hein. Toute la frontière se trouve sur cet objet. Moyennant quoi, un espace sur lequel on a défini une distance, les objets qui ont cette propriété et qui s'appellent des compacts, si on considère l'ensemble des objets de ce type, et qu'on définit une distance sur eux, il va avoir la propriété de ce qu'on appelle la complétude. Et cette propriété d'être complet, ça va permettre d'avoir un théorème extrêmement intéressant qui s'appelle le théorème du point fixe. Alors, avant de vous parler du théorème du point fixe, je vais très rapidement vous dire ce que c'est qu'une application, une transformation contractante. On a une distance. Tout à l'heure, je vous ai montré des triangles. Je vous ai dit, regardez, ce triangle, il est plus petit. Ça veut dire que quand on transforme une figure, toutes les distances des points qui sont à l'intérieur de la figure vont être diminuées. Et pour que l'application soit contractante, il faut que quand on prend deux points quelconques du plan, ou deux objets quelconques pour lesquels on a défini la distance, et qu'on leur applique la transformation, il faut que leur distance soit multipliée par un nombre. De toute façon, elle est forcément multipliée par un nombre, mais ce nombre doit être toujours strictement inférieur à 1, et mieux que ça, toujours inférieur à un certain nombre de cas qui est le même pour tout le monde, d'accord, pour toutes les figures, et qui est lui-même strictement inférieur à 1. Alors, si ça c'est vrai, on a un théorème qui s'appelle le théorème du point fixe. Bon, le théorème du point fixe, c'est quelque chose qu'on connaît un peu intuitivement, parce que on sait bien que si on prend une carte de France, puis même un peu déformée, et puis qu'on la pose sur une table, il y a un point, d'ailleurs il y en a un seul, de cette carte de France qui correspond à l'endroit exactement où il est posé. Hein? Alors un plus petit point, bien sûr. Et ça s'étudie aussi quand on est en terminale, d'une certaine façon, puisque voilà, si vous prenez une courbe ici, et vous vous arrangez pour que la pente de la courbe soit toujours strictement inférieure à un nombre de k strictement inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ici un point F, d'accord, qui a pour image un point F1, et un autre point, par exemple F2, qui a pour image ce point-là, d'accord, la distance entre les images sera toujours plus petite que la distance entre les deux objets dont je suis parti, qui ici étaient F et F1. Hein, et elle sera plus petite dans un rapport qui sera toujours inférieur à K. Alors là, ça se voit du fait que la courbe que j'ai tracée, elle est un petit peu horizontale. Elle descend pas vite, elle monte pas vite. Si je faisais une courbe qui descendait vite ou qui montait vite, bien, par exemple, je n'aurais aucune obligation de couper cette droite. Vous voyez, si vous suivez un petit peu ma souris, là,
Ici, si je monte rapidement, même si je vais à plus l'infini en x, ben, je n'ai aucune obligation de couper la droite x égale y. Hein? Alors en fait, la droite x égale y, c'est pas une droite, hein, c'est pas vraiment une droite, c'est l'ensemble des figures. Voilà, ici j'ai mes figures, l'ensemble sur lequel je travaille, fractal, enfin compact. Ici, j'ai les mêmes, d'accord? Ici, j'ai l'ensemble f égale f, et puis ici, j'ai un point, ce qu'on appelle, ici j'ai des couples en fait. J'ai un couple f, f1, que je représente par un point, mais c'est simplement une représentation, et ça correspond à ce qu'on fait en terminale avec les courbes. Donc, en terminale avec les courbes, ici c'est la droite y égale x. Si la pente elle est comme ça, la droite y égale x, elle va couper, ici. Et si je pars d'un point f ici quelconque, je lui applique une première fois la transformation, j'obtiens f1 égale t de f. Je reporte ici pour reporter f1 ici en bas à droite. Et puis je fais f de cette figure-là, t de cette figure-là, pardon. Et je vais arriver ici. D'accord ? Et puis je vais continuer. Alors, je vais arriver ici, et donc je me retrouve ici. Et puis je continue. Alors si je continue, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'obtiens une spirale. Voilà. Et que la spirale, elle se rapproche du point d'intersection qui se trouve ici, et qui est en même temps, bien sûr, le point fixe de la transformation. Donc ça, c'est une vision très schématique et pas très formalisée du théorème du point fixe, hein, mais il marche dans un espace métrique complet. Hein? Alors, c'est ce qui nous permet d'affirmer que lorsqu'on va appliquer... Alors, pourquoi notre opérateur de Hutchinson, il est contractant d'abord? Vous voyez que ici, toutes les distances au sens usuel sont multipliées par 1,5. Et on en déduit assez facilement que les distances au sens de la distance de Hausdorff aussi sont également multipliées par 1,5. Donc on a une application qui est notre opérateur de Hutchinson, qui envoie une figure sur une autre figure et qui est contractante. Et comme elle est contractante, elle va avoir un point fixe. Et pour avoir ce point fixe, il suffit de l'appliquer un certain nombre de fois, exactement comme sur la spirale que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, quand je fais ça, je me balade sur une espèce de spirale et je me rapproche de mon point fixe de la transformation, qui est le triangle de Sierpinski que vous voyez là. OK? Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que j'ai raconté, c'est peut-être un peu... C'est une vision très courte. En fait, les élèves avaient exposé tout ça très en détail, mais si je voulais l'exposer très en détail, ça faisait 3 exposés. Et bon, on peut écrire un bouquin là-dessus. Donc c'est un peu, mais c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. C'est pas une théorie très compliquée. Voilà. Alors maintenant, on va parler du théorème du collage. Pourquoi lorsque mon collage, comme ici, il a l'air bon, hein. On voit bien que la distance de Hausdorff, elle est pas grande, hein. Et qu'il n'y a pas besoin de faire un enclos très grand du truc vert, il y a un enclos très grand du truc orange pour que ce soit inclus l'un dans l'autre. Hein. Elle a raison, voilà, on peut faire une démonstration. Alors, ce sera la seule. Hein, voilà, je vous rassure. Si on a une figure, le théorème du collage, il dit soit F une figure, F1 un collage de cette figure. Si on suppose que la distance de F à F1, donc au collage, donc en l'occurrence, la distance de Hausdorff de l'éléphant orange à l'ensemble formé de la figure formée de tous les petits éléphants verts, ici. Hein. Si on suppose que cette distance est plus petite qu'un nombre epsilon, epsilon c'est le nombre qui en mathématiques signifie quelque chose de petit, et que la transformation T, l'opérateur de Hutchinson, est contractant de rapport K, c'est-à-dire qu'il multiplie toutes les distances dans un rapport
inférieur ou égal à K. On a alors, d'après une égalité triangulaire, c'est même plus que triangulaire, là, elle nous dit que si je vais de Paris à Marseille, j'ai intérêt à aller en ligne droite, hein, sans m'arrêter à Orléans, à Chartres, etc., pour faire plein d'étapes. Donc la distance directe de F à Fn, Fn c'est la énième itérée, est plus petite que la distance de F à F1, plus la distance de F1 et F2, plus la distance de F2 et F3. Quand je rajoute des étapes, hein, quand je fais plusieurs étapes, j'ai aucune raison d'aller en ligne droite d'une étape à l'autre, et quand je ne vais pas en ligne droite, eh bien ça fait quelque chose de plus grand. D'accord? Or, chacun des D de F1, D de F1, D2, etc., est inférieur lui-même. Pour le premier, c'est D de FF1, et pour le deuxième, ça va être K D de FF1. Le suivant, ce sera K2 D de FF1, et ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois, on applique une opération. Et donc, on va pouvoir mettre un facteur. On a du mal à comprendre. François, il y a le... Ah, il y a mon téléphone. Il y a le téléphone. Ça, c'est les choix des représentants de commerce. Tu ne décroches plus jamais le téléphone. Voilà. Du coup, je redis. Donc, vous voyez, ici, j'ai D de FF1. Ici, j'ai quelque chose qui est plus petit que K fois D de FF1. Ici, j'ai quelque chose qui est plus petit que K2 fois D de FF1, et etc., à cause du fait que la transformation est contractante. Et donc, je fais la somme et je factorise. D de FF1 fois 1 plus K2 plus K puissance n moins 1. Et là, j'ai une formule qui est bien connue des élèves de première, enfin de certains élèves de première, d'une petite minorité, on va dire. 1 plus K2 plus K puissance n moins 1 égale 1 moins K puissance n sur 1 moins K. Comme K est plus petit que 1 strictement, quand n tend vers l'infini, K puissance n il tend vers 0. Hein, donc tout ça, ça tend vers 1 moins K, 1 sur 1 moins K. Et donc, quand on arrive au point fixe, ça reste inférieur à epsilon 1 sur 1 moins K. Parce que ça, 1 moins K puissance n, c'est plus petit que 1. Donc, l'inégalité est vraie. François, je voudrais juste te rappeler qu'il nous reste 5 minutes. On a fini. Oui, comme ça, tu pourras gérer la fin. On pourra même, vous pourrez même poser quelques questions si. Oui, bien sûr, oui. Vous pouvez en poser maintenant. Mais je te remercie. Ah, il y a Joël qui est parti. Au revoir Joël, désolé, je n'ai pas vu. Donc, je continue. Donc, voilà, ça nous dit bien que la distance peut être rendue suffisamment petite, à condition que K soit strictement inférieur à 1 et que epsilon lui-même soit suffisamment petit. Donc, plus epsilon est petit, plus ça va donner des résultats. Alors maintenant, j'ai encore quelques minutes pour expliquer la méthode qui permet de tracer rapidement. Si vous prenez un point, par exemple le point qui se trouve ici, on va voir de quel point on est parti. Alors, on est parti d'un point qui se trouve sur la patte sur la patte avant du rhinocéros. D'accord? Et c'est pas très bien dessiné. Logiquement, ça devrait toujours être sur la patte avant, je pense. On applique une des transformations seulement. Celle qui envoie le rhinocéros, le gros rhinocéros. Ah non, j'ai vu des... Attendez. Le point dont on parle ici, et que j'entoure, il est au milieu de la figure de départ, qui est le rhinocéros tout entier. OK? Voilà. Donc, je pars de ce point-là. Alors, je commence par l'envoyer sur ce petit rhinocéros-là qui est à gauche, en le laissant à peu près dans la même position, hein, puisque il est transformé, ses coordonnées restent les mêmes dans le nouveau triangle. J'arrive dans ce point-là. Puis, je recommence, mais en tirant de façon aléatoire les transformations. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la distance de ce point lui-même à la figure finale, f infini, elle va être multipliée par k
également à chaque fois, et donc elle va tendre très rapidement vers 0, hein, parce que c'est exponentiel, donc ça tend très rapidement vers 0, et tout point, de toute façon, de la figure finale a été obtenu de cette façon. C'est-à-dire qu'il a été obtenu à partir d'un point de la figure initiale, auquel on a appliqué l'ensemble des transformations. Donc, on lui a appliqué chacune des, je ne sais pas, 20 transformations affines ici, qui sont représentées par les petits rhinocéros. D'accord? Et donc, toutes les suites possibles de ces 20 transformations vont être représentées. Et donc, en particulier celle qu'on voit là, F1, F2, F3, etc., etc. Et donc, par cette méthode, comme on va avoir à peu près toutes ces transformations qui aboutissent à des points du rhinocéros, on arrive à avoir une bonne figure. Mais il y a quand même un problème, c'est que comme c'est aléatoire, au départ, les probabilités de tomber sur tel ou tel rhinocéros vont être égales, si on n'y fait pas attention. Et voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire que le très gros rhinocéros, ici, qui est au milieu, hein, il va recevoir autant de points que, par exemple, ce petit rhinocéros qui est près de la corne, ici, et qui, lui, est tout noir. Vous voyez? Et donc, on obtient des images qui sont pas homogènes. Alors ça, c'est avantageux si on veut avoir des images, faire des effets dégradés, etc. Hein. Il suffit de mettre les bons poids de probabilité, mais comment mettre les bons poids de probabilité? Et pour mettre les bons poids de probabilité, en fait, il faut se placer dans la bonne dimension. Parce que, comme on a affaire ici, par exemple, à un objet fractal, eh bien, cet objet fractal, sa masse est nulle, et calculer la probabilité d'un objet de masse nulle, de surface nulle, hein, la probabilité de tomber sur ce point, elle est nulle. Donc, ce qu'il faut, c'est se placer dans la bonne dimension, et à ce moment-là, alors, il y a des méthodes qu'on avait étudiées à l'époque, hein, et c'est ce qui permet, en faisant un petit tableau de calcul très simple sous Excel, d'arriver à la bonne figure que vous voyez ici, où là, tous les rhinocéros sont bien homogènes, de la même couleur. Hein. Donc, c'est aussi un petit problème intéressant. Et les élèves avaient fait à l'époque un programme en Turbo Pascal pour calculer tout ça. Et bon, voilà. Bon, je vais arrêter l'exposé lui-même, mais je veux bien répondre à des questions s'il y en a, sachant que il reste Elisa. Au revoir, Denis. Il n'a pas vu que je vais dire au revoir. Et Elisa, est-ce que tu as des questions? Ou Kautar aussi, hein, même Marc, après tout. Ah, Elisa, je vais allumer mon micro. Oui, moi j'avais juste une question sur la démonstration que vous avez faite tout à l'heure avec la distance entre F et Fn. Oui. Pourquoi quand on passe à la limite, on ne dit pas que c'est directement égal à 1 sur 1 moins k? Et pourquoi est-ce que la limite quand n tend vers plus infini de la distance entre F et Fn, pourquoi il y a en fait c'est le epsilon que j'ai pas compris. L'epsilon, c'est le 2 de Ff1. Ah oui, c'est vrai, pardon, oui, d'accord. Ok, je le laisse, c'est bon. Si tu veux il faut que la première figure, F1, elle soit pas très éloignée de la figure que tu veux approcher. Ah, d'accord. Ok. Ouais, j'ai compris, c'est bon, j'ai fait. Non, c'est moi qui l'ai expliqué. Pas du tout, j'avais juste pas vu. Comment? Ok, très bien. Non, j'avais juste pas fait, j'avais oublié le D de FF1, justement. Donc, maintenant, je comprends mieux. Parfait. Merci beaucoup. Dans le même répertoire que celui où je vais mettre les programmes, je mettrai les articles que mes élèves avaient fait, parce qu'eux, ils sont très clairs, ils ont mis tout ça, mais de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus calme, on va dire, que ce que j'ai pu vous présenter là. Hein. Et sur la façon d'obtenir des figures plus détaillées aussi, je pense que là, vous le verrez, ceux que ça intéresse, c'est ce dont je vais parler sur dimanche à propos de fractal.
Mais là, avec Fractal, on peut faire beaucoup d'autres choses que les IFS, bien sûr. Et on fait des figures extraordinaires liées au fractal et à la théorie du chaos. Ok, merci beaucoup. Bah, de rien, c'est moi qui t'en remercie. Et bon, bah, Marc Cautard, je vous remercie aussi. Hein.